suis heureuse de vous accueillir pour cette keynote du mardi soir de la deuxième journée de Ready for It. Alors, nous allons commencer tout d'abord par une intervention de Monsieur Frédéric Genta, qui est délégué interministériel de la transition numérique de la Principauté de Monaco. Monsieur Genta, si vous voulez bien venir me rejoindre. Merci beaucoup. Effectivement, je suis le membre du gouvernement qui s'occupe de tout ce qui est numérique à Monaco. Alors, deux mots que vous n'avez pas pu d'associer, c'est numérique et Monaco. Donc, on va essayer de partager un petit peu avec vous ce qu'on essaye de faire au niveau du pays. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est pour l'État monégasque, les infrastructures, les télécoms, cloud, l'IT, les satellites, les fréquences, tout ce qui est lié au gouvernement, donc à la fois l'administration, le government, la santé, l'éducation, la mobilité, la smart city, enfin tout ce qui est l'économie sur le numérique. Monaco, on a annoncé il y a quelques semaines un programme ambitieux qui s'appelle Extended Monaco, qui repose sur plusieurs principes. Le premier, c'est qu'on veut être le premier pays à tout faire. Vous avez des pays qui vont dire je vais insister sur l'aspect gouvernation et gouvernement. Vous avez des pays qui vont dire je vais insister sur les infrastructures, des pays qui vont être des hubs économiques. Nous, on veut être un pays qui s'occupe de tous les sujets que je citais avant, et de manière très ambitieuse. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire, et qu'on est peut-être les seuls à pouvoir le faire. On peut le faire parce que déjà, on a une gouvernance qui est très efficace, on a un prince qui décide, et un pays derrière qui se met en marche. On a tous les échelons de décision qui sont concentrés sur 2 km², là où parfois les choses sont gérées par un État, par les régions, par les villes, par les départements. Nous, tout est géré de manière très efficace et on a une vraie ambition parce qu'on pense que le numérique est le prochain stade de développement de notre pays, un pays qui a connu de nombreux stades de développement, on a parlé des jeux, on a parlé de l'immobilier, et qu'on est convaincus tous ensemble que c'est par le numérique que Monaco pourra rayonner et pourra continuer à se développer sur un territoire contraint, avec effectivement beaucoup de sujets liés à notre taille. Donc, comment est-ce qu'on va travailler sur le développement numérique de la Principauté de Monaco ? Comme on est à Monaco, on prend toujours la métaphore du bâtiment, de la maçonnerie. On commence par des fondations solides. Nous, on pense, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'on a absolument besoin de fondations solides. Donc, on a besoin d'infrastructures. On travaille avec Monaco Télécom, de la 5G, et je pense qu'on vous dira quelques mots peut-être après avec nos amis de Huawei. On a besoin de fibres, on a besoin d'un cloud souverain, on a besoin de lois, on a besoin d'une population formée. L'année dernière, Google est venu former plus de 700 personnes à Monaco au numérique. Donc on a un premier travail en fait de cleaning et de mise à niveau, voire d'avance d'infrastructure. Et là, Monaco veut être très rapidement, donc la 5G, vous avez dû voir dans la presse qu'elle serait lancée incessamment sous peu. On sera intégralement fibré dans les prochaines années. On lancera un cloud souverain début de l'année prochaine qui sera doublé par une ambassade au Luxembourg. Vous êtes pas sans savoir qu'il faut 120 km² entre deux data centers pour qu'ils soient safe. Je ne vous cache pas qu'ici c'est assez compliqué. Donc on s'est résolu à faire un partenariat avec le Grand-Duché du Luxembourg qui héberge nos données sous format d'ambassade. Donc si vous rentrez dans un data center, c'est comme si vous violez l'ambassade. Donc en général, on ne le fait pas. Ou pour des choses plus importantes que les données de la Principauté de Monaco. Donc on a un énorme sujet infra et j'insiste un petit peu dessus parce que c'est quelque part votre domaine de prédilection, mais pas que. En fait, on veut s'attaquer à beaucoup de choses qui nous paraissent aberrants à l'heure du numérique. Je vais vous donner quelques exemples concrets. L'éducation, par exemple. Aujourd'hui, on étudie de la même façon dont on étudie à 30-40 ans. Il y a un professeur au primaire et au secondaire, 20, 30, 40, selon où vous êtes élève, qui font à un instant T le même exercice de maths. Aujourd'hui, c'est aberrant parce que la manière dont on travaille et dont on vit est complètement individualisée. Nous avons un plan ambitieux pour l'éducation monégasque qui est à l'horizon 2021 que chaque élève, aidé par la machine, ait un exercice de mathématiques, de français individualisé, que le professeur soit plus un coach et qu'il aide chacun à se développer au bon moment, que l'on puisse prévoir et aider les élèves à se réaliser dans ce qu'ils sont bons, etc. etc. Pour préparer cela, dès la rentrée 2019, Monaco sera le premier pays et le seul au monde
où l'apprentissage de la programmation sera obligatoire pour tous à raison d'1 heure par semaine de la maternelle au collège et en 2021 jusqu'au lycée. Il y a la réforme du bac qui est passée au milieu. C'est pour ça qu'on s'est arrêté au collège entre les deux. On a un programme extrêmement ambitieux également sur les navettes autonomes qu'on lance cet été en test et jusqu'à la fin de l'année en test. On veut avoir d'ici la fin de l'année prochaine, au début 2021, des lignes de navettes autonomes qui permettent la mobilité en principauté. On a également une ambition pour 2020 en interne dans l'administration, et on pense que ça sera fait en 2021, d'avoir une administration qui soit totalement dématérialisée. C'est-à-dire qu'en gros, on reçoit des lettres, on y répond, mais tous les circuits papier entre nous sont pareils. Je vous assure qu'entrer dans les administrations, c'est quelque chose qui est quand même assez ambitieux en termes de culture. Et enfin, on a un volet économique qui est très fort, parce que tous ces changements, il faut les financer. Tous ces changements, pour nous, il nous faut des jobs à haute valeur ajoutée. Quand vous avez 2,5 km², chaque mètre carré doit être le plus rentable possible. Nous, on est conscient qu'on ne sera pas une Startup Nation. Je pense que Startup Nation, c'est un terme qu'on entendait partout, d'autres pays. Nous, on est conscient qu'on n'a pas Stanford quand on va à Nice, qu'on n'a pas l'espace, qu'on n'a pas le tissu, même si on a lancé Monaco Tech, une belle réussite, on ne peut pas l'ériger au niveau d'un pays. Nous, ce qu'on a choisi d'être, c'est une funding nation du progrès. Nous, ce qu'on pense qu'on peut attirer, c'est les gens qui financent pour aider le progrès sous toutes ses formes, que ce soit lié à l'environnement, que ce soit lié à l'humanitaire, que ce soit lié au développement de technologies pour rendre le monde meilleur, etc. etc. C'est l'angle qu'on prend parce qu'on pense qu'on est d'abord crédible sur le sujet du progrès, notamment grâce aux engagements du prince Albert II, tout ce qui est environnement. On pense qu'on est crédible pour attirer des fonds. Et on pense qu'on a été crédible pour attirer des entreprises qu'on aidera sur certains sujets. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Concrètement, le numérique nous aide beaucoup. La première chose, c'est qu'historiquement, nos entreprises n'avaient pas accès au capital. Il n'y a pas de bourse à Monaco. Il n'y a pas le London Stock Exchange. Il n'y a pas la bourse de Paris. On veut créer une plateforme d'ICO privée pour que nos entreprises qui s'installent aient accès au capital. Comme Monaco, vous l'avez pu le voir en vous baladant, la sécurité est une valeur cardinale de la principauté. Lorsqu'on crée cette plateforme, on veut que les ICO monégasques soient les plus sécurisés au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans de nombreux pays, on reçoit un label. On vous dit, voilà, vous pouvez signer cette ICO-là. A priori, elle est bien et on ne s'engage pas sur le reste. Nous, pour faire une ICO, on donne un visa qui est obligatoire et le gouvernement s'engage. Par exemple, voilà, cette ICO, on l'a vérifiée. Juridiquement, technologiquement, elle fait du sens. Après, c'est de l'investissement. Donc effectivement, on ne garantit pas du tout un rendement, mais en tout cas, on vérifie que les bases sont solides. Avec ce raisonnement simple qui est de dire qu'aujourd'hui, les ICO sont un langage compliqué, que les investisseurs se méfient, et que si on arrive à rassurer les investisseurs, on arrivera à amener l'argent, et que si on a l'argent, on aura les meilleures entreprises. Donc c'est le pari qu'on fait sur l'échelle des ICO, d'avoir les ICO les plus sécurisés au monde. L'autre point, c'est qu'on souhaite amener des fonds d'investissement sur 2-3 secteurs. On est conscient qu'on ne peut pas jouer sur tous les registres. On est conscient qu'il y a beaucoup de registres qu'on ne pourra pas jouer. On pense que sur le real estate tech, la tech de l'immobilier, que ce soit le financement, la construction, l'expérience, on est crédible. Donc on proposera d'ici la fin de l'année un plan de développement de tout ce qui est le real estate tech en principauté pour attirer ce cluster. On a évidemment des ambitions sur le clean tech, dues encore une fois aux engagements du souverain, et sur ramener des emplois via ces ICO. Donc on est vraiment en train de créer un écosystème numérique en principauté par plusieurs bouts, par le bout des fonds, par le bout de la finalité, real estate, clean tech, par le bout de financer le progrès, des fonds, des entreprises, qu'on va mettre en musique d'ici la fin de l'année. Mais Monaco, encore une fois, je vous l'ai dit, notre modèle, c'est aussi la sécurité, c'est aussi le développement durable, c'est aussi l'humain au cœur. Donc là, on travaille activement pour tout ce qui est justement renforcer nos lois sur les données, renforcer nos lois sur la dématérialisation, aller plus loin sur la signature électronique, être vraiment stade numérique où les gens se sentent en confiance. Se sentent en confiance avec le cloud souverain qu'on va lancer, qui sera également basé à Monaco, de loi monégasque, pas dans l'Union européenne, et qui nous permettra justement d'offrir cette sécurité. Donc, en quelques mots, Monaco
va avancer très vite sur le numérique. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je tenais aussi, au nom du gouvernement princier que je représente, à vous remercier, parce que c'est grâce à des personnes comme vous qui venez de Principauté que Monaco vit, que vous êtes aussi sensibilisés à ce Monaco numérique, que vous pourrez quelque part aussi porter cette bonne parole qu'on exprime, qui est la volonté du prince, et vous dire que le pays dans lequel vous êtes venu, j'espère qu'en viendrez l'année prochaine, vous le reconnaîtrez un peu moins, et que dans 2 ans, vous direz que ce speech avait un petit peu de fond. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot d'accueil et bien sûr, nous reviendrons l'année prochaine. Frédéric Jantat. Donc, oui, merci. C'était vous. Alors, on va passer à la slide suivante, si on peut. La slide suivante. Alors, maintenant, on va voir la keynote de Huawei. Donc, je suis très heureuse d'accueillir William Shi, qui est le directeur général de Huawei France, où on va parler avec vous de Smart City et de 5G. Bienvenue. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Ouais. Déjà avant que je commence mon speech, je voudrais d'abord faire une enquête. Combien d'entre vous utilisez Huawei smartphone? Ah, pas mal. Oui, c'est bien. Ouais. Déjà, je vous assure que vous n'avez pas de souci de continuer de smartphone de Huawei, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la situation qui est débordée comme le sujet, l'embargo de décision du président des États-Unis, qui nous met dans une situation quand même difficile. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense, moi je suis très attendu pour répondre à certaines questions pour ça. Déjà, une réponse, c'est-à-dire pour tous les consommateurs de Huawei smartphone en France, à Monaco, et même en toute l'Europe. Donc, vous êtes assuré par Huawei et aussi par Android, par Google, de continuer d'utiliser toutes les applications de Google et aussi faire les updates sécurisés et nécessaires. D'accord? Donc, ça, c'est déjà assuré. Et pour les prochains produits de Huawei, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être P40 ou Mate 40 dans la prochaine, donc on est en train de négocier avec le gouvernement américain pour toujours rendre le meilleur service. Aujourd'hui, on servit plus de un tiers de population dans le monde entier qui utilise notre réseau et qui utilise notre téléphone. Donc, on va prendre la responsabilité de négocier avec les Américains. Bon, deuxième sujet, je pense que vous avez déjà aussi entendu dans les médias qu'aujourd'hui, nous sommes sous l'attaque, nous sommes dans la crise. Ouais. Mais pourquoi c'est Huawei? Pourquoi c'est 5G? Donc, je vous donne un petit contexte de ce qui s'est passé dans le monde. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, plus peut-être décades, il y a 20 ans, quand le premier téléphone qui est sorti, qui est par Motorola, donc c'est vraiment la première création de technologie mobile. Donc après, on a monté pour 2G, pour 3G et aujourd'hui pour 4G. Oui. Le 4G, c'est important parce que grâce à 4G, donc on voit qu'il y a beaucoup de modèles d'économie et modèles de business qui ont été créés. Aujourd'hui, que vous avez entendu parler GAFA, vous avez entendu parler Alibaba. Tout ça, c'est grâce à la mobilité. Tout ça, c'est grâce à la technologie de 4G. Mais l'époque qu'on a commencé à travailler et créer la technologie 4G, et il n'y avait pas cette intention, parce que les gens ne sont pas conscients que l'importance de mobilité et de technologie de mobilité qui peut avoir une telle influence sur l'économie et telle influence sur la technologie. Donc, du coup, 5G, quand ce 5G arrive, bien évidemment, on ne sait pas encore qu'est-ce que 5G va donner. Quelle est l'influence que le 5G peut avoir. Mais on sait très bien que le 5G va beaucoup influencer et beaucoup, c'est-à-dire redéfinir le monde digital. On ne sait pas quelles conséquences il peut avoir. On ne sait même pas aussi la forme de terminaux, de device qui peut arriver. Ça peut arriver les lunettes, ça peut arriver un téléphone pliable. Ouais. Mais on ne sait pas vraiment les conséquences. Donc le 5G, c'est très important. Donc après 30 ans de travailler pour Huawei, on a vraiment accumulé une grande massive de brevets
et une grande aussi d'innovation qu'on a dépassée. Ouais. Donc aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est le leader de technologie de 5G, surtout grâce à notre investissement depuis 30 ans, chaque année de 15% de notre chiffre d'affaires. C'est très important. Ouais. Alors, pourquoi c'est Huawei? Je pense une raison tout simplement, c'est que aujourd'hui, la position que Huawei aujourd'hui dans la technologie de 5G a vraiment un conflit avec la stratégie que les États-Unis ont établie. Parce qu'ils ont fait l'American First. Ouais. Ils ne peuvent pas laisser les autres dépasser. Mais pour nous, en fait, ce n'est pas une intention de prendre le plus grand part de marché. Ce n'est pas notre intention d'avoir, c'est-à-dire la meilleure technologie. C'est juste le résultat. On a travaillé jour et la nuit et ça donne le résultat qu'on est le leader de 5G et on est le premier fabricant qui sortit le téléphone pliable. Oui. On va continuer de travailler sur ça et il y a une chose qui est vraiment très claire. En tant que, c'est-à-dire la société qui est possédée, qui est créée par notre fondateur Mr. Ren Zhengfei, qui est possédée 100% par les employés, on a 3 responsabilités. La première responsabilité, c'est le patronage. Dans le monde entier, on a plus de 180 000 employés dans toutes les différentes nationalités. Oui. Et on ne peut pas les licencier juste à cause d'un papier signé par les États-Unis. Deuxième responsabilité, c'est la responsabilité sociale. Oui. Aujourd'hui, quand on regarde les impôts qu'on payait pour chaque pays, les créations d'emplois qu'on a fait depuis 30 ans, on ne peut pas juste laisser tout juste se passer comme ça à cause d'un papier signé. Et la troisième responsabilité, c'est la responsabilité clientèle. Oui. Comme je vous ai expliqué, il y a plus de 2 milliards de populations dans le monde entier qui utilisent notre technologie, smartphone, utilisent notre réseau fibre optique, 2G, 3G, 4G. Oui. Si on disparaît comme ça, comment on peut répondre à tous les besoins et comment on peut prendre la responsabilité pour que les gens ne peuvent pas communiquer. Oui. Donc tout ça, on considère 3 responsabilités. On va faire tout pour toujours rester dans le marché, continuer de contribuer notre savoir-faire et collaborer avec tous les acteurs dans l'écosystème. Oui. Donc c'est pour ça que les gens me demandent, alors après cet embargo des décisions des États-Unis, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment, on a déjà considéré cette situation il y a 10 ans. Donc, on a un plan B. Oui. Un plan B, c'est-à-dire, si on regarde le chiffre d'achat que Huawei possède aujourd'hui, on achète des technologies chez les États-Unis, bien évidemment, mais qui ne présentent que moins de 20%. Les autres composants technologiques, on achète chez les Européens, chez les Français, chez les Anglais, chez les Allemands, et aussi, bien évidemment, chez les Japonais et aussi les Coréens. Oui. Donc, c'est grâce à cette décision stratégique qu'on a établie depuis 10 ans. Donc, on peut vraiment être fier de dire, aujourd'hui, même avec les papiers qui a signés par les États-Unis, on est toujours serein de continuer notre business avec nos clients. On va continuer de travailler avec nos employés. Bien évidemment, on va continuer de collaborer avec tous les acteurs dans l'écosystème. Ça, c'est une garantie. Et aussi, des responsabilités, on doit le prendre. Bon, donc on va passer, je pense que je réponds à votre question. On va passer pour les Smart Cities, parce que les Smart Cities, surtout avec le support de 5G, c'est très important. Et cette importance ne va pas seulement, c'est-à-dire de redéfinir le world de digital, mais aussi ça va influencer l'impact économique, oui, bien évidemment, en considérant tous les aspects de cybersécurité. Alors, dans notre vie, le Smart City, ce n'est pas construit en un jour. Et ce n'est pas un plan qui peut être fait par une société ou une groupe. Ouais. Donc, à notre avis, le Smart City, il y a 4 tranches. La première tranche, c'est le sensor, capteur. Ouais. Donc, le capteur peut être un téléphone, le capteur peut être un véhicule, le capteur peut être aussi une caméra. Donc, tout c'est le réseau de capteurs qui collecte les datas. Deuxième tranche, c'est le réseau. Ouais. Comment on transfère
la data dans l'endroit où il doit y aller et dans le bon endroit. Donc, le réseau consiste par, aujourd'hui, le wireless network que vous avez entendu par le 4G, 5G, 3G, et bien évidemment le IoT, LoRa, NB-IoT. Tout ce système consiste pour le wireless. Mais il y a un autre réseau que M. Frédéric Quentin il a parlé de fibre optique. La fibre optique, aujourd'hui, c'est toujours le réseau indispensable. Même aujourd'hui, on dit que 5G, c'est la fibre dans l'air. Mais une vraie fibre, c'est toujours nécessaire. Troisième tranche, c'est l'ensemble des données qui va se mettre dans la plateforme. Aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup parler de cloud. Oui. Et aussi le data center distribué, oui. Mais virtualisé. C'est-à-dire toutes les données vont ensembler dans le même endroit, physique ou logique. Oui. Donc, comment on peut assurer qu'avec une sécurité, que ces données peuvent être bien traitées et redistribuées. Et la quatrième tranche, c'est les applications. Ce sont les bons utilisateurs qui vont utiliser les bons data à travers les applications. Donc ça, c'est l'architecte de Smart City. Alors, la solution de Huawei. Comme je vous ai expliqué, que Huawei ne fait pas tout. Ouais. Et Smart City ne peut pas faire par une société. Donc, c'est quoi que Huawei Solutions peut vous apporter? Premier, on veut construire le Smart City comme une nervous system. Quand on dit nervous system, c'est premier, le Smart City doit être humanisé. Ouais. Parce que le Smart City, c'est fait pour les gens. Ouais. Ce n'est pas fait pour les machines. Et le deuxième, c'est automation. Ouais. Donc, ce système doit avoir une capacité ou une performance de reconnaître le risque et le réparer tout seul ou signaler à temps nécessaire. Donc, c'est ça le système qu'on a créé. Il faut avoir un cerveau qui permet de connaître toutes ces associations et avec toutes les branches de réseau de connectivité avec les capteurs. Donc, c'est ça qu'on pense que ce qu'on peut contribuer comme les infrastructures et aussi l'architecte de Smart City. Alors, ce qu'on fait, c'est important, mais c'est important aussi de connaître ce qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour la data. Bien évidemment, la data, c'est sensible. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de Autonomous Car, tout le monde parle d'Autonomous Car, comment ça va marcher? Moi, je dis ici que Autonomous Car, aujourd'hui, technologie, on peut dire peut-être que 80% sont prêts. Mais sur la réglementation, sur la synergie entre la nouvelle technologie et le legacy, ou le réseau actuel, qui ne sont pas encore prêts. Ou je peux dire qui est peut-être encore plus loin d'être prêts. Pourquoi? C'est déjà les data. On ne sait pas encore dire que les data d'Autonomous Car, quand est-ce que ça peut 100% sécuriser pour envoyer aussi pour le traiter. Et deuxièmement, c'est la réglementation de chaque pays, qui a les différentes perspectives de régler le problème de réglementation avec les voitures systèmes actuelles. Donc aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Autonomous Car, qui envoie la data, et les data, qu'est-ce que ça peut être utilisé? Est-ce que ça va être utilisé par la fabricante de voitures, ou plutôt par une assurance, ou plutôt par une autorité locale, gouvernement local, policier ou ambulance? Et comment les data peuvent être traitées correctement? Donc ça, c'est une question très importante à répondre. Donc pour nous, Huawei, aujourd'hui, la stratégie qu'on a établie, c'est que les data, ce n'est pas notre affaire. Notre responsabilité, ce n'est pas pour traiter les data. Il y a énormément des applicants, il y a énormément de bénéficiaires qui veulent prendre les data comme une source ou comme une méthode de monétisation. Mais Huawei, ce qu'on va faire, c'est pour vraiment construire l'ensemble des infrastructures et envoyer, prendre la responsabilité d'envoyer, transmettre les data dans le data center. Donc, c'est ça qui est notre travail. On ne fait pas les applications non plus parce qu'il y a
énormément, des millions d'applications que vous pouvez trouver dans le téléphone. Mais ce qu'on proposait, c'est juste un téléphone. C'est juste un téléphone. Deuxième chose, c'est que le réseau. Ce qu'on s'occupe aujourd'hui, comme vous voyez, il y a 2 réseaux que Huawei peut contribuer. Un réseau, c'est le réseau de mobile. Tout ce qui concerne le mobile technology. Donc, Huawei peut contribuer comme savoir-faire. Deuxième, c'est Agile Gateway. C'est plutôt le réseau de fixe. Et la troisième chose, que la stratégie que nous avons établie, c'est la plateforme. Oui. Aujourd'hui, pour vendre un serveur, un stockage, ce n'est pas un business principal pour nous, mais la vision, c'est vraiment pour créer la plateforme. Aujourd'hui, quand on dit la plateforme, c'est vraiment quelques endroits virtualisés pour rassembler toutes les données. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est que les données vont stocker dans la plateforme, mais avec une technologie, on peut dire slicing. C'est une slicing technologie, c'est pour vraiment sécuriser les données dans le bon endroit. Quand c'est nécessaire, il peut utiliser, mais toujours avec une façon de sécuriser. Et le quatrième, pour nous, c'est important, c'est pour créer le centre d'opération intelligente qui permet, comme je vais expliquer, un cerveau qui permet de connaître le risque et le corriger automation, ou signaler dans le temps nécessaire. Donc, c'est ça que l'ensemble de solutions que Huawei peut vous fournir. Alors, la vision. La vision de Huawei pour le Smart City, c'est très simple. 2 choses, plateforme stratégique, comme je vous ai expliqué, plus l'écosystème, la stratégie de l'écosystème. Ouais. On sait très bien qu'il n'y a pas longtemps, peut-être la plupart des gens dans la salle, vous utilisez encore, peut-être vous avez l'expérience d'utiliser encore le smartphone, pas smartphone, un feature phone de Nokia, qui était le leader mondial. Un phone de leader, c'est-à-dire un feature phone, dans le passé, c'est-à-dire il peut toujours prendre la responsabilité de fabriquer lui-même. Mais aujourd'hui, quand on sortit un smartphone, et l'écran, c'est l'écran de coréen, et le processeur, ça peut être un processeur chinois ou un processeur américain. Et la batterie, ça peut être une batterie de Taïwan ou la batterie de Corée également. Et le système, c'est le système Android ou c'est iOS. C'est-à-dire même un téléphone simple, ouais, qui sont déjà venus de différents pays originaux. Donc aujourd'hui, surtout quand on parle de la Smart City, personne ne peut le faire seul. Donc travailler dans l'écosystème, ni pour la sécurité et aussi pour la solution technologie, ce n'est pas possible de travailler seul. Alors, notre digital plateforme qui concerne plein d'applications, ouais. Mais si on regarde la stratégie, c'est vraiment très simple. C'est d'abord le cloud, comme le cerveau, et le deuxième, pipe, la connectivité. On peut dire computing, connectivité et aussi le device. Le device qu'on parle, ce n'est pas seulement les téléphones qui connectent entre les gens, mais dans très bientôt, il y a des 100 milliards de devices qui vont être connectés par le réseau de 5G, aussi le fibre optique, parce qu'on a besoin de parler avec les machines. On a besoin d'utiliser le téléphone, de parler avec votre voiture, de parler avec votre maison et parler avec votre robot dans l'usine. C'est ça qu'on pense qu'un Smart City aujourd'hui qui sont très importants. Donc ici, c'est un exemple d'une ville qui s'appelle Weifang en Chine. C'est une ville qui a aujourd'hui 9 millions de population, qui n'est pas énorme en Chine. En fait, aujourd'hui à Weifang, si vous avez une opportunité de voyager en Chine, vous allez découvrir qu'à Weifang, il n'y a plus de monnaie. Il n'y a plus de pièces d'identité. Il n'y a plus de carte bleue. Il n'y a plus de carte vitale. Un seul téléphone avec plein d'applications dans le téléphone, ça vous permet d'aller tous les endroits, d'utiliser
d'acheter tous les produits, d'utiliser toutes les applications. Ouais. Donc ça, c'est le résultat que Weifang a créé. Mais il a commencé par les petites choses. Il a commencé par le smart lamp, lampadaire, smart parking, smart irrigation et smart sécurité pour fourniture de l'eau. Ouais. C'est les petits projets qui construisent depuis dizaines d'années qui donnent un effet aujourd'hui en Chine qu'un vrai e-gouvernement, un vrai paperless système qui existe. Et c'était la première ville de Smart City en Chine. Et Huawei contribue dessus. Bien évidemment, on n'est pas seul pour contribuer dessus, on travaille avec tous les écosystèmes pour avoir ces résultats. J'espère très bientôt, à Monaco, on peut avoir le premier pays qui peut avoir ces résultats. Alors, donc, quand on parle déjà de l'ensemble de vision de 5G, donc la sécurité, c'est aussi la base, c'est essentiel. Donc, on pense, premièrement, la sécurité aujourd'hui qui doit résoudre le problème de legacy. On ne peut pas aujourd'hui ignorer le service ou le business existant. Deuxième, c'est les data. Ouais. Énormément de data va produire. Vous savez combien de data par une voiture dans le futur, autonomous car, la voiture, une journée, combien ça peut produire comme les data? Vous avez une idée? 300 gigas. Une voiture autonomous car qui peut équiper par des centaines de capteurs pour une raison de sécurité qui transfèrent 300 gigas. Donc les data, c'est vraiment très important. Comment on peut gérer ces 300 gigas data d'une façon sécurisée. Et troisièmement, c'est le new business. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de nouvelles modèles d'économie et nouveaux business à faire qui a été créé par la technologie de 4G. Et dans le 5G, il y a encore de deuxième GAFA, il y a de deuxième Alibaba, il y a de deuxième nouveaux modèles de business. Comment on peut avoir cette vision pour assurer que le nouveau business peut marcher? Alors, d'après notre expérience et notre suggestion, on va proposer certains points. Premier, c'est travailler dans l'écosystème. Travailler dans l'écosystème, c'est très important. Participer et à contribuer le savoir-faire, les points de vue chez 3GPP, chez ITU, chez GCMA. C'est juste quelques exemples qu'on est en train de faire. Ouais. Parce que quand vous contribuez votre savoir-faire, vous écoutez aussi ce que les autres, ce qu'ils veulent faire. Tout le monde est obligé de travailler ensemble pour comprendre l'un l'autre. Et après, on établit et set up le standard. Le standard, c'est très important parce qu'on n'a pas deux standards. On a un seul standard pour 5G, c'est 3GPP. Ouais. Le seul moyen pour sécuriser vos produits, que le produit, ce n'est pas un produit espionné ou ce n'est pas un produit pas propre, c'est la standardisation. Et le troisièmement, c'est la certification. Il faut que le produit soit bien testé et certifié. Donc, c'est ça la première suggestion qu'on voudrait proposer. Et le deuxième, c'est la procédure, avec une organisation importante. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent comment on peut assurer que notre produit soit propre. Oui. Donc, la seule façon on peut vraiment montrer, c'est la traçabilité de concept jusqu'à livraison et aussi la maintenance après la vente. Donc, on a établi un système qui s'appelle IPT. Ouais, c'est un système qui permet de créer le produit avec le contrôle de checking point pour chaque point d'accompagnement d'une cybersécurité procédure. Vous avez vu qu'il y a des concepts dans nos produits pour le R&D, et après il y a le plan avec un développement et la vérification et lancement de produits. Donc chaque procédure est accompagnée avec un checkpoint de soit à notre interne, soit la troisième partie pour vérifier la cybersécurité. Bien évidemment, le white paper. Chaque société doit avoir une white paper système. Et chaque année, dans le white paper, vous devez montrer
le point architecte et aussi le plan d'action, le plan de travail que vous avez mis et aussi le point de vulnérable ou les points de vigilant. Le white paper, c'est très important. Donc, le white paper que Huawei a produit, c'est disponible sur Internet et aussi à votre disposition. Et la troisième chose qui est le plus important, c'est le budget. Oui. Quand on parle de la procédure ou une organisation, sans le budget oui, mentionné ou décidé, ça ne veut rien dire. C'est juste le blablabla. On ne veut pas devenir le blablabla. On veut devenir une vraie société qui contrôle le plus sérieux pour la cybersécurité. Donc, notre fondateur, donc, il a décidé, depuis l'année dernière, de réinvestir encore les 2 milliards de dollars oui, pour renforcer et reconstruire, c'est-à-dire notre système de cybersécurité. Ça ne veut pas dire que dans le passé, on n'a pas fait attention. Mais depuis 30 ans, on travaille dans la télécom, on n'a jamais eu le moindre problème de sécurité, mais aujourd'hui, on est toujours devant le rumeur pour dire que juste parce qu'on vient de la Chine, on devait avoir le problème de cybersécurité, on ne peut pas accepter cette discrimination. Donc on dit que tout est ouvert. Tout est ouvert en France, à Monaco, en Europe. On a établi notre centre de vérification et transparence. La source de code, le code de source est ouvert à tous nos clients, à tous nos partenaires. Donc, vous êtes la bienvenue de vérifier avec vos produits, avec votre code de source. Donc, c'est ça la transparence et la traçabilité avec un budget fixé qui sont établis dans notre société. Donc, voilà, c'est un peu tout par rapport à ma présentation. Donc, avec mon équipe, nous sommes très confortables, très sereins de travailler en France depuis 17 ans et nous sommes très sereins de travailler aussi à Monaco. J'espère vraiment, avec le savoir-faire et aussi notre technologie, peut vraiment rendre la vie la plus belle et la plus confortable. Je vous remercie. Merci beaucoup Eliang, et merci pour ce keynote et merci surtout pour votre français. Je crois qu'on est tous admiratifs. Vous avez fait vraiment, c'était très intéressant. Je pense que vous avez beaucoup apprécié. Alors,